Sur les 9 premières Le Multi-Batterie en version A, j'ai identifié quelques petites améliorations ou quelques points importants à modifier. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les petites évolutions que j'ai mis en place pour la version B des Le Multi-Batterie. C'est parti! Bienvenue à toi sur ma chaîne, moi c'est Cyril, je fabrique les Le Multi-Batterie, des batteries de 14 kWh compatibles avec la plupart des onduleurs du marché. Avec moi et mes batteries, vous ferez de multiples économies. J'ai ici ma petite liste pour vous parler de toutes les améliorations que j'ai mis en place de la version A à la version B de ma batterie. Il y a des améliorations qui sont vraiment mineures, qui sont plutôt pour moi, par exemple de la conception des trous agrandis ou des petites choses comme ça. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes que je tenais à vous partager et donc c'est l'objet de la vidéo. Comme vous avez dû le voir, je suis assez transparent sur la conception et l'assemblage de mes batteries et je continue dans cette optique-là. Pour moi, c'est important de vous montrer comment je conçois et quels sont les problèmes auxquels je suis confronté ou comment je les résous. C'est à la fois pour aider les personnes qui font leur propre batterie et éviter qu'ils fassent éventuellement les mêmes erreurs que moi, mais c'est aussi pour assurer les clients qui vont m'acheter une batterie. La révision A de mes batteries concerne 9 numéros de série, ils sont déjà produits et vendus, tandis que la révision B concerne les 20 prochaines batteries minimum. J'ai déjà préapprovisionné certaines pièces pour ces 20 batteries, il me manque quasiment que les cellules, car je vous rappelle que quand je vends une batterie, je ne vends que la prestation d'assemblage, d'équilibrage, de mise en service et de test. Les cellules sont commandées par le client et arrivent directement chez moi, ça évite de passer par mon chiffre d'affaires qui est relativement limité en micro-entreprise. Si vous voulez d'autres informations sur la conception et l'assemblage des Le Multi-Batterie, je vous invite à regarder l'autre vidéo qui concerne principalement du coup la révision A et prendre en compte les améliorations que vous trouverez dans cette vidéo pour la révision B. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, vous avez dû remarquer qu'un ami youtubeur, le prof Solaire, est venu à la maison. Il a lui-même fait une vidéo un peu plus générale que moi sur mes batteries et il a préparé aussi une deuxième vidéo qui complète une petite interview qu'on avait eue tous les deux. Ce n'était pas en présentiel, j'avais tout fait à distance, mais cette fois-ci il est venu à la maison. Et donc sa deuxième vidéo, ça sera les 2 ans plus tard de mon installation photovoltaïque, donc ça peut être intéressant. Donc si vous êtes curieux par rapport à mon installation voltaïque, vous pouvez aller voir sa chaîne et sa vidéo, je mettrai le lien en description quand il l'aura sorti. Et je vous invite à aussi aller vous abonner à sa chaîne parce que lui, il a une approche un peu différente. Il n'est pas connecté au réseau en termes de réinjection, il est en mode off-grid, mais l'hiver il est capable de se servir du réseau pour l'aider. Du coup la gestion du surplus peut être éventuellement un peu différente chez lui, vu qu'il est en off-grid, et donc sa chaîne je pense complète bien la mienne, car moi je suis en mode on-grid et lui off-grid. Allez, c'est parti pour un tour des modifications. Donc toutes les interfaces se situent maintenant en face avant. C'est bien plus simple pour empiler les batteries les unes sur les autres. On retrouve le plus, le moins, la communication avec l'onduleur en CAN et RS485. Ici on retrouve les connexions pour les batteries supplémentaires. Donc là, si par exemple c'est la première batterie, l'onduleur est connecté ici, la batterie suivante sera connectée là, et donc la batterie juste en dessous sera connectée à ce connecteur là, mais en dessous quoi. L'adressage est automatique en fait, donc il n'y a pas besoin de bouger un dip switch ou quoi que ce soit, elles se reconnaissent parfaitement du moment qu'on respecte la règle suivant précédent. Le bouton power, qui est maintenant vert. Alors il faut savoir que le bouton power est directement lié à la tension qu'il y a ici. Donc si l'onduleur est en alarme ou quoi que ce soit, vous ne verrez pas du coup ce voyant s'allumer. Et le voyant ici d'équilibrage. Donc là par exemple la batterie est complètement chargée, on voit que le relais de tension est allumé et on voit même, vous voyez la petite LED orange ici, que l'équilibreur est actif. Donc c'est reflété ici pour information. L'écran, bon ça c'est exactement le même qu'avant. Et le disjoncteur, alors le disjoncteur c'est un magnéto thermique 125 ampères. À terme je pense que je passerai même à 100 ampères. C'est clairement une seconde protection, c'est le BMS qui fait la principale protection. Parce que le BMS est bien plus rapide que la fonction magnétique du disjoncteur. Par contre, en cas d'échauffement, c'est quand même mieux d'avoir, pour les câbles internes, d'avoir une protection en plus. Et si le BMS était amené à tomber en panne, eh ben, il y a toujours cette protection là. Ce qui m'a un petit peu surpris avec ce disjoncteur magnétothermique,
c'est que il chauffe pas mal, il est entre 70 et 75 degrés, mais d'après le fournisseur c'est tout à fait normal, il peut tenir largement même 90 degrés. Et avec un courant comme ça, en fait, c'est normal que ça chauffe et la fonction thermique reste quand même fonctionnelle dans tous les cas de dysfonctionnement du disjoncteur. Donc bon, ça chauffe un petit peu évidemment. Quand j'ai fait mes tests d'endurance à pleine puissance, donc 5 kW, en même temps tout était à peu près à 50, entre 50 et 70 degrés. Hein. Ces câbles là qui sont pas liés au disjoncteur étaient chauds, enfin c'est tiède, hein, les câbles ils tiennent 200 degrés. Le radiateur était bien évidemment un petit peu chaud et le disjoncteur lui il était à 70-75 degrés avec ces câbles là forcément un peu plus chaud que les autres, pourtant ils voient le même courant, mais comme le disjoncteur est fait pour chauffer et disjoncter en cas de surchauffe, forcément ça se répercute un petit peu sur ces câbles là. Mais j'ai choisi des bons câbles en silicone, vous voyez, 200 degrés. Donc voilà. Je vais avoir des étiquettes professionnelles. J'ai commandé des planches découpées en stickers. Même le logo va être complètement détouré. Et il faudra que je fasse un transfert avec un papier spécial. Ça sera vachement plus sympa. Et surtout, ça sera mieux que de découper tout à la main et coller ça avec une colle qui n'était pas très efficace. Hein. Certains clients m'ont fait des retours. Donc bon, c'est un petit peu cher des stickers, surtout j'ai pris 100 planches. Après j'espère qu'elles sont bonnes déjà et que ça ira. Ça devrait arriver cette semaine. Ça sera peut-être l'objet d'un petit short ou un petit post sur Facebook ou Instagram. La plus grosse modification se situe au niveau du câblage interne de la batterie avec ses fils et surtout ces petites cosses. Alors je sais pas si vous verrez bien. C'est des PCB que j'ai fait faire sur mesure. Il y a écrit le multibatterie dessus et il y a un fusible de 5 ampères soudé dessus. Il m'est arrivé de brancher un équilibreur actif qui avait un défaut d'origine et dès que je l'ai branché, des condensateurs ont sauté et surtout ils ont explosé, hein, vraiment ça m'a un peu surpris. Et surtout, il y avait un défaut, un court-circuit dans l'équilibreur actif qui fait que tous les fils étaient en train un peu de chauffer et fondre. Et finalement, c'est tout le tauron là qui s'est mis un peu à chauffer, à fumer. Et ça surprend un petit peu parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc il y avait un court-circuit entre plusieurs fils et surtout ça commençait à faire un emballement entre les fils. Tous les fils commençaient plus ou moins à être ramollis, quoi. Et je me suis dit, il faut absolument trouver une solution pour ça. Et donc j'ai mis un fusible sur chacune des connexions de mes batteries. Ce qui fait que s'il y a eu un court-circuit quelque part, alors ça peut être sur l'équilibreur actif, dans le bornier ou même peut-être aussi le BMS, hein, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je suis toujours protégé au plus près des connexions et donc normalement il n'y a pas de risque. Chacune des connexions, comme c'est soudé, tiennent avec un peu de colle, vous voyez. Ça c'est pour éviter que ça fasse des contraintes sur les soudures. Ça fait pas hyper propre mais c'est fonctionnel. Mais hormis ça, après j'ai laissé comme c'était, donc j'ai toujours mes gros plots là qui tiennent un petit peu la tôle qui peut être éventuellement flottante, et j'ai toujours mes sécurités avec les petits bouchons sur les connexions et même les gros plots qui sont bien plus grands que les petits plots blancs, que les protections blanches. Donc, on voit ici mes petits fusibles, donc ça joue le rôle d'une cosse à œil. C'est bien étamé sur la partie où on serre, tout le dessous est bien en contact avec le bus bar et on voit le petit fusible. Alors je me suis dit au moment où je soudais ça que pourquoi j'ai pas fait un fusible carrément intégré au PCB avec une piste très très fine. Ça fera exactement la même chose et ça m'évitera de souder ce petit composant. Ça sera une prochaine version parce que j'en ai à peu près 500. J'ai tout un lot. Toujours dans l'optique d'éviter les courts-circuits, j'ai rajouté des petits supports de câbles en fait. À chaque fois que je dois fixer les câbles quelque part, j'ai mis des supports. Et du coup ça m'évite que les fils touchent une tôle. Normalement les tôles sont pas coupantes du tout, hein, mais bon on sait jamais, et surtout une tôle c'est conducteur.
Après, encore une fois, les cellules sont complètement isolées de la carcasse, donc même si un fil touche une tôle, ça fait un seul défaut. Il en faudra un deuxième pour faire un court-circuit. Mais c'est parce que ça coûte ça, je préférais justement isoler les câbles qui ne touchent pas du tout une pièce conductrice. J'ai mis à certains endroits qui me paraissaient à peu près stratégiques des plots de masse qui sont directement soudés sur certaines tôles. Alors c'est notamment les tôles peintes ici, ça m'évite de débavurer pour mettre la cosse. Et aussi des tôles qui je voulais pas qu'il y ait une vis qui traverse complètement, donc là j'en ai mis une. Ici il y a un fil en attente pour le capot du dessus qui est lui-même du coup il a sa propre protection, enfin son goujon soudé. Il n'y a qu'en face avant où là j'ai vraiment mis une vis traversante et où j'ai, vous voyez, étamé un petit peu enfin pas étamé mais épargné la peinture. Parce que c'est vraiment une vis fonctionnelle qui est accessible au client, et s'il serrait un petit peu fort, une fois que c'est cassé, bah c'est un peu fichu. Donc une vis pour la casser, il faut y aller, au pire ça va tourner un peu dans le vide, mais je préfère ça qu'un goujon qui casse parce que le client tourne trop fort. Bon, ça c'est plus de la conception interne, mais j'ai modifié aussi la position de certains inserts. J'en ai rajouté également, ça me simplifie un petit peu le montage, mais j'en ai encore oublié, donc tant pis, parce que là j'ai déjà fait fabriquer 20 caissons. Ceux-là, bah, j'ai pas accès aux écrous, donc je vais les faire, je vais rajouter moi-même des inserts. Il faut que je reperce à 9 mm. Mais voilà. Alors il y a quand même tout ce qui est accessible de l'extérieur, parce que le pli est accessible derrière. Là j'ai pas mis d'insert, ça reste un petit peu chiant à sertir. Mais le montage est encore plus simple qu'avant. Petite précision pour ceux qui me prennent plusieurs batteries, j'ai la possibilité de rajouter du coup des centreurs, c'est des pièces que j'imprime. Et donc le client est invité, quand il prend l'option extension, à installer ces centreurs. Donc il doit démonter certaines vis qui sont identifiées dans le manuel, mettre les centreurs, bon admettons que je serre, et donc les patins de la batterie supérieure se caleront directement dedans. Les centreurs sont légèrement différents pour l'arrière parce qu'il y a un trou oblong, justement pour suivre éventuellement l'erreur de montage de la batterie du dessus ou du dessous. Autre information, ces batteries peuvent être positionnées de 3 manières, dont 2 standards, on va dire sans option. Et la troisième, il faut prendre une option, c'est pour la position verticale. Alors je vous explique. Là on a une version donc standard. Il est possible de mettre des roulettes du coup sur la version standard où vous posez à l'horizontale et elle est vraiment à plat comme ça. Il est aussi possible en utilisant cette version de ne pas prendre les roulettes et de les poser au sol, la surface arrière. Dans ce cas là vous verrez sûrement un peu mieux l'écran parce qu'il sera face à vous. Et la troisième solution, c'est de positionner sur une face, alors ça va être celle-ci, cette face au sol. Mais dans ce cas là je rajoute un isolant entre les rangées de cellules, parce que du coup le poids des cellules va avoir tendance à tout faire glisser vers le sol, même si elles sont collées aux doubles faces et serrées avec des tiges filetées, vous les avez déjà vu. Mais je préfère rajouter un isolant rigide et solide entre les cellules. Par contre il est interdit de prendre une batterie qui n'a pas l'option verticale et de la mettre à la verticale. Je le déconseille vraiment. Avec l'option verticale, je préinstallerai également des patins ici pour qu'elles soient bien à plat. La face avant des versions verticales est aussi retournée de 90 degrés. Donc seulement l'écran, le bouton d'allumage et le bouton d'équilibrage actif est retourné de 90 degrés. Tout le reste reste totalement standard. Alors les poignées, toujours au nombre de 4 qui tiennent 100 kg chacune. J'ai simplement changé de fournisseur et du coup l'anthrax des trous n'est pas le même. Et j'en ai profité du coup pour changer la position de tous mes trous. Et aussi à l'intérieur, vous voyez, ici c'est peint, mais là il y a une seconde tôle. Il y en avait avant aussi, mais j'avais 2 petites pièces, enfin une pièce par poignée, et là j'ai mis une grande pièce. Je double la tôle simplement pour éviter qu'elle se torde quand on soulève la batterie. Donc là c'est une grande pièce et j'ai plus qu'un seul point de terre à mettre pour la connexion qui fait du coup la continuité pour les 2 poignées. J'ai aussi changé de fournisseur pour les roulettes.
Bon bah du coup elles sont assez sympas parce qu'elles sont aux couleurs dès le multibatterie. Et en fait je les ai surtout changées pour justement mon transpalette là. En fait quand il est tout en bas, mes anciennes roulettes n'étaient pas assez hautes et je devais caler les roulettes pour pouvoir décharger la batterie, c'était un petit peu chiant. Donc là c'est des roulettes un petit peu plus grandes, elles doivent faire 100 mm de haut environ. Et elles sont très bien, elles tiennent 100 kg chacune aussi. Donc 3 batteries sans problème, chaque pack de batterie fait 108 kg. Sinon cette batterie est la première des révisions de B, elle est destinée à un de mes clients en Touraine. La deuxième batterie B que je vais faire sera destinée à Guillaume Piton, il va en avoir une pour environ 2 semaines pour des tests. Et je veux qu'il soit complètement transparent avec ses abonnés et également avec moi pour du coup améliorer quelques petits points s'il a des remarques. En plus lui il a pas mal d'onduleurs différents. Moi je n'ai pas encore assez de retours pour savoir si ça marche parfaitement avec tous les onduleurs. Il pourra peut-être me faire des retours aussi sur les paramètres du BMS. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez eu un son de bonne qualité. Il y a les voisins qui font le crépi juste à côté. Je vous invite vraiment à voir la vidéo du prof solaire qui va compléter de manière un peu plus générale mes batteries si vous voulez des informations. A très bientôt sur la chaîne Le Multibatterie et faites de multiples économies. Salut!